Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast qui tombe à pic. Aujourd'hui, donc, avec Nathalie Langlois, auteure et formatrice spécialiste du Feng Shui et du Ho'oponopono, avec Julie Sauvan-Houk, notre entrepreneur chic et choc et chroniqueuse. Et à mes côtés, j'ai le grand plaisir de recevoir Cécile Nantillet, qui est décoratrice. Et aujourd'hui, le thème du jour, ça va être comment être bien chez soi. Et j'ai envie de dire, votre intérieur, c'est vous. Ça te parle si je dis ça? Ça me parle complètement. Voilà. Pour moi, la décoration est complètement liée à la personne qui vit dans l'espace. Donc, on est complètement en phase. Bon, parfait. Avec Nathalie, également, on va parler de Feng Shui. Donc, décoration intérieure et Feng Shui, forcément, il y a une passerelle. Et puis, Julie, je vais te laisser introduire le thème du jour, finalement. Bonjour mesdames, merci Valérie. Alors, donc le thème c'est Feng Shui et déco et j'avais envie de vous parler de l'écologie de mes intérieurs et bien gardés. Effectivement, puisque j'ai la chance merveilleuse d'être accompagnée par Cécile et Nathalie. Chacun peut sentir l'énergie d'un lieu en étant attentif à l'émotion que l'on ressent lorsqu'on rentre dans un espace. Quand je rentre chez Cécile, je me sens accueillie, détendue, joyeuse et en paix. Elle a l'art et la manière de nous recevoir. On aspire tous à plus d'humanité, de sentiments et de sensibilité artistique au quotidien. La décoration pour Cocteau est une façon de changer la vie. Pour Kafka, de la sublimer. Pour Horace, la peinture est une poésie muette et la poésie une peinture parlante. Je ne peux que conseiller de faire intervenir un artiste peintre sur vos murs. Faire intervenir une décoratrice, c'est s'offrir l'art de la métamorphose. Par quelques touches, des impressions fugitives, une somme de petites choses sur lesquelles notre œil se pose, s'étonne et puis repart, comme une poésie qui s'installe dans nos intérieurs. Nos intérieurs résonnent aussi sur notre sécurité intérieure. Le Feng Shui, cet art millénaire ici du Tao, est l'acupuncture de notre maison. Son but est d'harmoniser l'énergie d'un lieu de manière à y favoriser la santé, le bien-être et la prospérité des occupants. Une décoration énergétique qui permet de purifier sa maison, offrant ainsi une atmosphère intérieure positive. C'est donc notre papesse du Ho'oponopono, Nathalie Langlois, aussi experte Feng Shui, qui nous parlera de cet art millénaire et des tendances de 2023 avec l'élément eau sous le signe du lapin. À nos deux expertes, je pose la question. Comment mettre cette indispensable touche de poésie et d'harmonie dans notre déco? Et comment expliquez-vous le lien entre nos intérieurs et notre sécurité intérieure? Voilà, le débat est lancé. Ce sont des questions très profondes. Merci Julie. Oui. Merci Julie. Alors je donne la parole à qui? Qui veut se lancer finalement? Cécile, tu préfères Et puis on va commencer avec Cécile et puis Nathalie, oui. On articulera par rapport à justement la passerelle entre comment on vit sa maison et comment on se positionne dans sa maison et comment on peut justement être en résonance avec son intérieur, parce qu'effectivement, notre maison, c'est nous. Notre maison dit qui nous sommes. Tu le sais en allant chez les clients, chez tes clients que tu accompagnes. Quelle est la différence, quelle différence tu vois finalement entre le moment où tu entres dans une maison, tu commences à travailler avec eux, que tu discutes avec eux, comment tout se passe, en fait, comment le lien se crée? Alors, en fait, souvent, déjà, il y a une peur, en fait. Les gens ont souvent peur de faire intervenir quelqu'un d'extérieur, justement parce qu'ils ont peur que la personne extérieure qui vient, cette décoratrice ou cet architecte d'intérieur, apporte sa touche à elle et que ça manque d'émotion, enfin, en fait, que ça manque de ce que eux ont envie. Donc, la première chose, moi, que je dis, et c'est vraiment la période des confinements qu'on a subi, ont beaucoup aidé, moi, dans la prise de conscience de tout ça, c'est que on s'est rendu compte pendant le confinement, en étant bloqué chez soi, que c'était chez soi qu'on se ressourçait pour aller affronter le monde extérieur. Et ça a vraiment été très important parce qu'on était enfermé chez soi, que dehors, c'était hostile. Et donc, les gens ont bien compris que l'intérêt d'avoir un intérieur dans lequel on puisse des ressources, dans lequel on dorme bien, dans lequel on se déstresse. Et moi, je me suis aussi aperçue que finalement, je travaillais toujours la déco des émotions, ce que j'appelais la déco des émotions, c'est-à-dire que quand je proposais des décorations, des ambiances, c'était toujours lié à ce que je ressentais chez les clients, ce que j'arrivais à leur soutirer comme information. Et j'ai réussi, alors le confinement m'a permis justement derrière d'en parler, d'oser parler aux gens, de dire, vous avez ressenti cette période compliquée chez vous, où vous vous sentiez pas forcément à l'aise, on va travailler là-dessus.
Alors, on a plein d'outils. On a la couleur, on a les imprimés, on a les motifs, on a les messages, on a les formes, on a les odeurs, on a les sons. Et tout ça, ça m'aide, moi, à créer un intérieur complètement en adéquation avec les gens. Non seulement avec les gens et avec éventuellement ce qu'ils veulent que leur intérieur donne comme image ou ce qu'ils veulent qui se dégage de leur intérieur. Donc, merci pour le confinement pour ça, parce que c'est vrai que ça m'a permis, moi, de faire comprendre aux gens ce que je faisais déjà inconsciemment, ce que je faisais d'ailleurs sans que les gens s'en rendent compte, c'est-à-dire de poser beaucoup de questions sur leur façon de vivre. La décoration d'intérieur, c'est très peu esthétique finalement, c'est beaucoup de fonctionnel, d'émotionnel avant de l'esthétique. Si l'émotionnel et le fonctionnel est là, c'est-à-dire que si je leur fais un intérieur agréable à vivre, il sera beau parce qu'il leur correspondra. L'inverse, pas du tout le cas. Si je fais quelque chose qui est très esthétique mais très froid, tout le monde peut le comprendre. C'est pas agréable et on s'y sent pas bien. C'est ça. C'est un peu ce qui ressort des vidéos, des magazines de décoration où on voit les gens, une maison avant-après, par exemple. Il y a donc effectivement toute une décoration qui semble esthétiquement très agréable, mais il n'y a pas le côté, on va dire, émotionnel, mais surtout le côté vivant de ce qu'est une maison ou un appartement, que ce soit un studio ou que ce soit une plus grande surface. Ça manque quelquefois. Alors, cette chaleur, en fait, c'est le côté humain de l'intérieur. Et lorsque j'interviens en consultation, j'utilise tout ce que les personnes ont chez elles pour les aider à recréer cette harmonie. Parce qu'en Feng Shui, on est là pour recréer l'harmonie des intérieurs, que ce soit la maison ou que ce soit à l'intérieur de soi, et de faire attention et d'être vigilant sur ce que souhaitent les habitants. C'est très, très important. Donc, ça fait très plaisir qu'une professionnelle de la décoration soit très ouverte à ça. Bon, merci beaucoup. Notre métier n'est pas intéressant, je trouve, si c'est uniquement, surtout, c'est souvent ce que je dis aux gens, finalement, avec des magazines, aujourd'hui, il y a tellement de modèles de décoration qu'à la limite, il suffirait d'ouvrir un magazine et de le retranscrire chez soi. Sauf que les clients qui osent faire le pas de faire appel à quelqu'un comme moi me disent, mais en fait, ok, ce que je vois sur le magazine, mais je le retranscris comment chez moi? Le papier peint qui est là, que je trouve joli, je le mets où? À quel endroit pour que ça me corresponde moi? Le petit meuble qui est là, il est beau, mais je le mets comment chez moi pour que ça aille dans mon intérieur, pour que ça s'adapte aussi à la dimension de la pièce. Enfin, voilà. Et donc, c'est tout l'intérêt, voilà, de faire appel à quelqu'un comme nous, je pense. C'est qu'on va avoir déjà aussi un œil extérieur, une émotion extérieure. Et moi, j'ai toujours mis à la une le lien entre l'intérieur et les gens. C'est-à-dire qu'un intérieur, il est beau parce que il vous ressemble. C'est ça. Coco Chanel disait la plus belle couleur est celle qui vous plaît, et c'est vrai. C'est pour ça aussi que mon métier est hyper intéressant, c'est que je ne fais pas du Cécile Nantier. J'arrive chez les gens, je vais aspirer ce dont ils ont besoin, et je vais en ressortir quelque chose avec évidemment ce que je sais, ce que j'aime, ce que je préconise, mais aussi leur énergie à eux. Et c'est ce qui fait qu'à la fin, ça sera réussi parce que ça sera une décoration en lien avec eux et pas une décoration en lien avec uniquement moi. Et pour ce faire, tu poses un panel de questions. Cette étude, elle se fait lors des premiers entretiens, je suppose. Tu peux nous en parler un peu plus? C'est le premier rendez-vous. Une fois que le devis est signé, c'est ce premier rendez-vous qui dure à peu près 3-4 heures, où je dis toujours aux gens, je vais être assez intrusive, je vais être assez curieuse, parce que pour connaître leur fonctionnement, il faut vraiment que je connaisse leur façon de vivre. Alors, ça dépend des pièces qu'on va travailler, mais dans une cuisine, il faut que je sache, le matin au petit déjeuner, comment vous fonctionnez, qui se lève en premier, est-ce qu'il y en a d'abord un qui se lève en premier, est-ce que les enfants ensuite se lèvent, s'il y a des enfants, Et en fait, pour chaque pièce, il y a plein de questions très, très précises comme ça. Qu'est-ce que vous mettez dans vos tiroirs? Dans un dressing, c'est comment vous rangez vos collants, comment vous rangez… Enfin, moi, je vais assez loin dans tout ça parce que je veux qu'au final, ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à passer comme message. La décoration, c'est 80% de fonctionnalité et 20% d'esthétique. C'est que on ne se sent pas bien dans un intérieur qui n'est pas bien conçu, qui n'est pas bien agencé. Je rajouterais même aussi, c'est aussi une maison, un intérieur, c'est aussi des souvenirs, c'est des souvenirs de voyage, c'est des meubles de famille, c'est des choses que l'on a gardées, accumulées.
Il y a des choses que l'on peut garder quand on fait appel à une décoratrice comme toi, ou toi, Nathalie, en Feng Shui. Il y a des choses que l'on peut garder, il y a peut-être des choses aussi dont il faut se débarrasser, où il faut épurer un intérieur pour le rendre peut-être justement soit plus fonctionnel, soit plus où l'énergie circulera mieux, puisqu'on dit tout le temps qu'un intérieur dans lequel on se sent bien, c'est un intérieur qui est propre, qui est bien rangé, où l'énergie circule bien. Tu le sais, Nathalie, en Feng Shui, le Qi est là pour circuler. Est-ce que dans les questionnements que vous pouvez poser l'une et l'autre, que ce soit toi, Cécile, ou toi, Nathalie, est-ce que ce sont des choses que vous posez aussi dans les bases pour intervenir chez les personnes? Moi, oui, je regarde ce que les personnes ont chez elles et avec ce qui existe, eh bien, on discute et on regarde ce qui peut être conservé et ce qui peut être remisé, ce qui peut être vendu, ce qui peut être éliminé, parce que dans toutes ces choses qu'on peut conserver au fil des années, ça peut aussi renvoyer à des souvenirs pas toujours agréables, à des choses que l'on garde parce que je l'ai hérité de ma grand-mère et que je suis la seule héritière dans la famille et que je ne sais pas quoi en faire. Et du coup, ça peut déranger. Et quand ces objets, tout l'intérieur est composé des objets qui nous dérangent, ou on ne sait pas où les mettre, ou on ne sait pas quoi en faire, là, la maison, votre intérieur vous renvoie à des choses difficiles et ça vient polluer votre mental. J'aime bien comparer l'intérieur de notre maison à un peu une publicité qui est répétée tous les jours sur un produit, une voiture, un maquillage ou un vêtement. Et bien, à force de voir cette publicité sur la voiture, en vous disant que si vous l'achetez, vous vivrez le bonheur, vous allez avoir tendance à aller choisir ce modèle de véhicule le jour où il y aura besoin. C'est pareil chez vous. Si tous les jours, vous voyez un objet qui vous renvoie à quelque chose de pas forcément agréable, eh bien, ça va imprégner votre esprit, votre mental, et ça va devenir une évidence que non, dans ma vie, c'est toujours compliqué, j'ai toujours des choses à réparer, ou c'est toujours moi qui dois m'occuper de stocker les affaires de la famille, j'ai toujours ce poids familial chez moi par la représentation d'un meuble, d'objets divers, ou par exemple, s'il y a des personnes, beaucoup de photos de personnes décédées aussi dans une maison, donc ça renvoie à un manque affectif peut-être, ou quelque chose assez lourde. Donc, la répétition au quotidien fait que ça va devenir polluant, gênant pour son esprit, et du coup, on va générer une énergie pas très positive dans la maison. Mental, finalement. Donc, il y a le chi de l'habitation, mais il y a le chi des gens. Et c'est la connexion entre les deux qui fait que ça va alimenter ce lieu. Et donc, c'est bien, il faudrait mettre au quotidien que des objets qui nous pulsent, quoi. Qui pulsent et qui nous renvoient à des souvenirs très agréables. Même, on peut avoir de très, très bons souvenirs qui nous mettent dans un état de joie, de satisfaction, de paix, tout simplement. Et des objets qui nous disent « oui, ça me fait du bien de regarder ça autour de moi ». J'ai très peu d'objets chez moi, j'ai que ça. Mais ils me font plaisir à voir. Quand je les regarde, je suis contente. Je me lève le matin, c'est la première chose que je vois. Et comme Cécile l'expliquait très bien tout à l'heure, c'est de demander aux habitants comment ils vivent dans leur maison, comment ils procèdent, comment ils circulent dans leur habitation, qui va s'occuper de tel endroit ou de tel espace, de façon à ce que ça soit cohérent avec les habitants. Donc, c'est important de comprendre que chaque objet que vous avez chez vous, s'il y a une astuce à laisser aux personnes qui nous écoutent, c'est de regarder les objets qu'il y a chez vous, que ce soit des meubles, de la décoration, des photos, ce à quoi ça vous renvoie. Est-ce que ça vous met dans de la satisfaction, de la joie, ou au contraire, vous le gardez parce qu'il faut le garder. Et si c'est le cas, si ces objets vous renvoient de quelque chose de difficile, eh bien, mettez-les à la cave pendant un temps, ou décidez-vous à les vendre, ou mettez-les de côté, et regardez ce que ça fait de ne plus les avoir chez vous, et remettez-les plus tard si vraiment ils vous manquent. Ça peut faire partie d'un protocole de réaménagement de son habitation. Je trouve qu'il y a une petite astuce qui peut être pas mal, c'est de faire une photo, en fait, de son intérieur. Et de voir, parce que finalement, quand on regarde soi-même, on finit par plus voir ce qui est là. Mais quand on fait une photo et puis qu'on la regarde, qu'est-ce qu'on voit sur la photo et qu'est-ce qui en ressort? Parfois, on peut se rendre compte que l'intérieur est encombré, il y a beaucoup de choses.
je pense que tu le vois, Cécile, quand tu rentres chez les gens. Ça, les gens ne le voient pas. Voilà, ça se voit pas. Un intérieur encombré, tu vois, si on fait une photo chez toi, Nathalie, effectivement, on va voir ton Bouddha qui est là et puis un objet qui est sur la commode. Mais de faire une photo, un cliché, ça permet de prendre conscience des choses parce que ce qu'on voit sur la photo, on le perçoit différemment de ce que l'œil nu peut percevoir. Excellente astuce. Je le fais instinctivement. Je filme mon intérieur régulièrement quand je réaménage. Je fais un avant et après pour regarder justement ce qui change. Mais c'est excellent. Merci Valérie. Parce que la photo, en fait, elle fige. Et donc, ça permet vraiment de… Moi, je le faisais quand j'intervenais en consultation d'écho chez des clients. Et c'est un bon exercice pour… c'est vrai qu'on a 2 décoratrices. Hein. Ah oui, oui. Mais c'est très marrant parce que parler de moi, il y a peut-être une chose qui me différencie, ou en tout cas, je pense que toutes les décoratrices ne le font pas. Moi, j'ai grandi avec un papa qui était dans la décoration, qui aimait évidemment, qui est donc à 75 ans, donc qui aimait les beaux meubles, les choses plus, voilà, les choses un petit peu plus chères, parce qu'à l'époque, la décoration, malheureusement, était plutôt dirigée vers les gens qui avaient un peu de moyens. Donc, j'ai grandi avec le goût des belles choses, en tout cas des choses de valeur, ou des vieux meubles surtout. Et aujourd'hui, il y a une grande peur des gens de faire appel à quelqu'un comme moi en disant « Ah oui, mais elle va me faire supprimer tous mes meubles. » Et alors, la première chose que je leur dis, d'abord, je suis qui pour vous dire d'enlever tel meuble? Parce que moi, je suis la première à être attachée à tous les petits bibelots. J'avais une grand-mère que j'adorais, donc tout ce qui vient de ma grand-mère, c'est sacré. J'aime les photos. Donc, je suis quelqu'un de très attaché justement à toute cette vie qu'on a eue avant, même de vie de mes grands-parents. Donc, quand j'arrive chez quelqu'un, je leur demande, on fait d'ailleurs à la fin de ces 3 heures de rendez-vous, on fait toujours une liste du mobilier sur lesquels, voilà, il n'y a pas d'impasse possible, c'est on garde. Ça peut être un petit meuble qu'on a eu à son mariage, ça peut être un tableau qu'on nous a offert ou qu'on a peint quand on était petite. Ça peut être n'importe quoi. En tout cas, je fais une liste de ces objets pour lesquels les clients vont me dire, bah là, ça, là-dessus, moi, je fais pas, c'est impossible de l'enlever. Alors, effectivement, comme tu disais, Valérie, il y a beaucoup d'intérieurs où il y a trop de choses. Et ça, les gens ne le sentent pas. Moi, chez moi, c'est vrai que très souvent, quand je rajoute, il y a des périodes où je vais acheter des choses, puis à un moment, je me dis, oh, il y a trop, j'épure. Parce que je pense que c'est comme à l'intérieur de soi, il y a des moments où on dit, ouh, c'est trop le bazar. Il faut commencer par ranger sa maison. C'est vrai que je pense que c'est ranger son intérieur. Ça va dans ranger son intérieur d'espace et ranger son intérieur à soi. Oui, c'est faire de la place. C'est faire de la place. Et ça, on devrait tous être capables régulièrement ou de changer un peu ses meubles. Ça, c'est pareil, je le préconise aussi. On a fait un agencement, mais rien n'empêche sur la décoration, sur les meubles, de la changer, de bouger un petit peu un petit fauteuil qui était dans la chambre, de le ramener dans le salon et puis d'inverser. Ça ramène une énergie nouvelle, je pense. Et pour revenir à ce que je disais, c'est que oui, moi, je tiens vraiment compte on fait une liste vraiment des meubles à garder. Et alors, ce que j'aime par-dessus tout, ça va avec un petit peu l'environnement j'adore les vieux fauteuils qui ont toute leur place, qui sont juste avec un tissu un peu élimé, qui ont une assise qui est abîmée. Donc, on les retravaille. Une vieille table qui est là, mais qui est très belle et qui correspond tout à fait au niveau de l'agencement, c'est-à-dire qu'elle a le bon espace. En plus, elle est utile. Donc, on la garde, mais on la relook. Soit le client va la relooker parce qu'il me dit finalement, j'ai une fibre un peu peintre et que je peux me débrouiller. Ou soit on va la confier à un professionnel que je vais leur indiquer. Mais c'est vrai que moi, j'aime ça. Et c'est aussi ce qui fait qu'à la fin, leur intérieur va être réellement le leur parce qu'on va garder ces objets-là. Je vais leur en indiquer de nouveaux parce qu'on va ramener une touche de modernité avec des mobiliers peut-être plus modernes. J'aime aussi mélanger un vieux meuble avec un mobilier très design. C'est ça l'harmonie. Oui, et l'harmonie, elle va venir de là. Et c'est ce que j'aime faire, moi. Et ce sera personnalisé. Voilà, ça sera complètement personnalisé. Et ramener un papier peint un peu désuet avec un meuble très contemporain devant, ou alors le meuble de la grand-mère qui était vraiment dans son jus et qui était très abîmé, qu'on va relooker, qu'on va remettre sur un fond d'une couleur peut-être plus Pepsi et qui va reprendre une deuxième vie. Et ça, moi, j'aime ça. C'est redonner vie à un objet ou une pièce. C'est un peu mon leitmotiv. J'aimerais poser la question à Nathalie et à toi, Cécile. Si je fais appel à vous deux, comme vous êtes en 2 propensions mais qui sont complémentaires, est-ce que ça ne peut pas créer une dualité, par exemple, dans ton analyse, Nathalie, les préconisations faciles? Non, je ne pense pas, vu la façon dont travaille Cécile, qui respecte les habitants, ne serait-ce que cette fameuse liste d'objets que les gens veulent absolument garder, restaurer à la rigueur,
ça correspond tout à fait à la dynamique que je donne dans mes études. Ce à quoi je fais attention, c'est tout ce qui renvoie les personnes à une dévalorisation quelconque dans leur vie. Mais pour ça, je travaille aussi en amont sur leur objectif. Pourquoi je viens chez eux? Pourquoi je regarde leur intérieur? Pourquoi je vais les voir dans chaque pièce ce qui se passe? C'est pas évident de faire entrer une étrangère ou un étranger chez soi et pour retravailler ses intérieurs, mais aussi en fonction d'un objectif que je vais trouver avec la personne. Parce que je ne fais pas du feng shui à proprement parler parce que ça peut faire peur. Le feng shui, il y en a qui disent oui, tout de suite, il va falloir que je refasse complètement ma cuisine, que je déménage tout. Non, pas que je fais du coaching maison, on va appeler ça. J'appelle ça le coaching maison parce que je vais écouter les gens, permettre aux gens de s'exprimer, qu'est-ce qu'ils veulent réellement à travers mon intervention, qu'est-ce qu'ils veulent faire ressortir, quel objectif ils veulent atteindre, que ce soit un objectif au niveau perso ou professionnel, et de travailler avec les éléments qu'ils ont déjà à disposition. Il n'y a pas besoin d'abattre les murs, de repeindre toute la maison ou de refaire toute la salle de bain ou la cuisine. Non, non, non. Ce qu'il faut, c'est utiliser ce qu'il y a déjà. Après, s'il y a besoin de retravailler au niveau décoration, Cécile me paraît très bien. Et là, si vous voulez refaire votre salle de bain avec quelqu'un avec les compétences de Cécile, qui soit adapté avec vos besoins et aux besoins des différents habitants, et en respectant ce que j'ai… Par exemple, si un habitant change sa salle de bain ou son bureau et que tu as une analyse feng shui, Cécile peut s'appuyer sur l'analyse que tu as faite pour pouvoir faire et apporter un plus, que je n'aurais pas forcément vu, mais au niveau décoration, elle va pouvoir appliquer en respectant, puisqu'elle respecte les habitants. Pour moi, c'est la priorité. Oui, c'est essentiel. Ouais. La différence qu'on a, en fait, je pense peut-être, la toute petite différence, c'est que toi, tu as du coup des clients qui ont déjà un peu plus travaillé. Moi, en fait, c'est quelque chose que souvent… dont je leur fais prendre conscience. Mais j'ai rarement des gens qui m'appellent en me disant on voudrait une déco liée à nos émotions. Ça n'existe pas. C'est moi qui vais amener cette notion-là. Et bizarrement, j'attire de plus en plus les gens. Je pense que c'est quand même ce qui découle, alors déjà de mes messages, de ce que je dis, de ce que je peux diffuser sur les réseaux sociaux, mais aussi je pense qu'on attire à soi les gens, et de plus en plus, j'ai des gens, mais qui ne sont pas conscients de cette demande-là. C'est-à-dire qu'ils veulent un intérieur qui leur ressemble, ils ne sont pas capables de l'exprimer. Les gens qui viennent vers toi ont déjà un cran au-dessus, ont déjà cette étape, être capable de faire appel à toi, c'est qu'ils ont déjà fait une réflexion que ne sont pas forcément les miens, que je vais leur… alors, voilà, moi je pense que je suis le stade en dessous, donc j'y vais tout doucement parce que ça dépend en fait du client. Il y a des clients chez qui je vais sentir tout de suite que ça accroche, et puis il y en a d'autres où je sens voilà par petites touches, mais qu'il faut que ça reste. Je pense que voilà, toi effectivement tu as des clients qui ont déjà fait une réflexion supplémentaire. Moi je leur amène une réflexion, je pense, mais du coup ils vont dans leur réflexion. C'est vrai, j'intervenais aussi, je suis intervenue devant quelques boutiques, des commerces, des bureaux, et le fait d'arriver avec la carte Feng Shui, donc on parlait business, le business, mais du côté un petit peu plus subtil, ésotérique, etc. Donc il y avait déjà une ouverture d'esprit, et c'est plus facile effectivement pour moi d'aborder cet aspect-là avec les personnes, quoique, il ne faut pas croire, hein, on fait du pratico-pratique. Quand même en feng shui, on ne rentre pas dans la, comment dire, refaire l'intégralité de l'ensemble du bureau, de l'aménagement, etc. Non, non, on est vraiment dans le concret, on est dans le pratique, comment travaillent les employés, comment ils se sentent. Moi, je faisais un genre d'audit auprès de chaque personne pour comprendre le ressenti des gens. J'avais déjà une idée globale, rien qu'en regardant, je savais ce que pouvaient ressentir les gens, et après, je les amenais à verbaliser et les écouter, et de comprendre si c'était vraiment leur ressenti ou pas du tout. Donc c'est vrai, comme tu dis, c'est plus facile pour moi d'aborder ce sujet-là parce que j'ai la carte directe. On sait qu'on va parler un peu subtil, un peu émotionnel, un peu spirituel, un peu ésotérique. Mais c'est intéressant ce que tu disais aussi par rapport au fait de laisser les gens sélectionner leurs meubles, leurs objets. Je pense que ça, il n'y a pas beaucoup de gens aussi de personnes qui le font, c'est-à-dire de leur dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez garder absolument chez vous. Et je pense que rien qu'en posant cette question-là, rien qu'en se posant cette question-là, ça permet de voir ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, et de dire,
qu'est-ce que vous voulez vraiment garder après mon passage? Ça, c'est important. Ça, vraiment, je trouve que c'est à renforcer et à utiliser régulièrement. Quand on ne se sent pas bien chez soi, qu'on a envie de changer quelque chose, ok, j'ai envie de changer, mais en fait, qu'est-ce que j'ai besoin de garder ou pas garder d'abord? Je pense que Cécile est un révélateur, en fait. Elle arrive là éventuellement pour mettre le doigt sur un point de friction qui n'est peut-être pas forcément conscient ou conscientisé par tes clients, en fait. En fait, ils s'apprécient. Alors, moi, ma clientèle a, on va dire, entre 40 et 80 ans. Et c'est vrai que c'est toute une population de gens qui ont déjà un peu de vécu, donc qui ont déjà des objets, des choses. Et donc, c'est surtout, c'est lié vraiment au fait que quand on a l'image, je ne sais pas pourquoi, l'image de décorateurs ou d'architectes d'intérieur sont des gens qui vont arriver, qui vont tout rafler et faire du tout neuf. Et ça, alors voilà, il faut vraiment sauter cette idée-là. Alors en tout cas, moi, c'est pas la décoration que je pratique, parce que sinon, c'est ce que je leur dis, mais ça serait pas intéressant. C'est-à-dire, je créerais du froid. Moi, ce qui m'intéresse, c'est déjà mon métier. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le lien. À chaque fois, c'est une aventure. Je peux travailler 6 mois à 1 an sur un projet, dans les travaux, dans toute cette période qui n'est pas forcément facile. Donc, il y a un vrai lien qui se crée. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse. Et le challenge dans chaque projet, il est là. C'est qu'à chaque fois, je tombe des fois dans des intérieurs où le mobilier ou les objets auxquels les gens tiennent sont des objets qui, moi, par exemple, sont difficiles pour moi. J'ai des tableaux, par exemple, j'ai en mémoire un tableau d'un visage un peu comme si le visage coulait, enfin, pour moi, très mortuaire, vraiment triste. Et les gens, voilà, c'était un tableau de famille qu'il fallait garder. Or, pour moi, il amenait déjà dans le salon une énergie qui était, mais il faut faire avec. Alors moi, ça me fait travailler, voilà. Et en fait, on l'a tourné autrement. Et autour, j'ai réussi. Le tableau, il va très bien finalement. Ou chez un autre client qui avait des tableaux de buffet, donc des très beaux tableaux. Moi, c'est pareil. C'est pas des tableaux qui me touchent particulièrement. Et là, on en avait une quinzaine dans la pièce. Et on a refait une pièce qui est juste magnifique. Alors que tout ce qui est sur les tableaux, ce ne sont pas des tableaux qui, moi, me parlent. Or l'art, pour moi, c'est vraiment ça. Moi, ça me parle, ça m'évoque quelque chose, ça me crée une émotion ou pas. Or là, donc c'est ça qui est intéressant. Et heureusement, parce qu'en fait, je me dis, moi, c'est ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est qu'à chaque fois, on démarre avec des gens différents, des émotions différentes, des caractères. Et puis, il y a une autre partie que j'aime beaucoup aussi. Je dis toujours aux gens, parce que souvent, ce sont des couples, qui me disent, alors, vous allez voir, ça va être compliqué avec nous parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées. On n'a pas les mêmes goûts avec mon mari. Je dis, alors, ne vous inquiétez pas, je suis un espèce de médiateur. C'est que moi, je suis pour la paix des ménages. Donc, on y arrivera, on trouvera. Et ça, j'adore. Parce qu'il y a des fois, effectivement, ça part de loin. Les gens ne sont pas du tout en phase et on comprend pourquoi leur intérieur est brouillon. Parce qu'il y en a un qui a essayé un truc et l'autre n'a pas adhéré. Donc, finalement, ça s'est arrêté là. Et ça, j'adore aussi parce qu'on arrive toujours à la fameuse harmonie. C'est ce que je recherche. Ça, j'avoue que j'ai d'expérience avec les couples. À chaque fois, c'était les meilleures consultations que j'ai eues. Là où je me suis plus amusée parce que, et alors en plus, comme j'arrive avec ce côté feng shui, il y en a toujours un sur les deux qui est là en disant oh là, oh là, oh là, oh là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc très sceptique, pas du tout dans le. Et finalement, la personne qui était la plus résistante devient la plus entreprenante et celle qui a envie, oui, si elle l'a dit, il faut le faire, ça me parle bien. Et finalement, ils se retrouvent tous les deux à créer ensemble, à recréer leur intérieur, à recréer leur maison. Et je pense que ce qui est important à chaque fois, c'est, je reviens toujours à ça, c'est que quand j'entre chez quelqu'un, c'est pourquoi vous me faites venir, quel est votre objectif. Et quand on garde cet objectif-là, eh bien que ce soit pour une maison de personnes célibataires ou de personnes en couple ou une famille, eh bien dès qu'on revient à l'objectif, les gens à chaque fois se remettent, sur les rails et se disent oui, c'est ça que je veux obtenir. Et c'est la partie la plus importante que je définis en coaching, c'est ça, c'est l'objectif, la priorité du moment, qui peut changer régulièrement, hein, parce que ce qu'on met en place en Feng Shui à un moment donné, ça peut évoluer dans le temps parce que quand les personnes ont atteint leur objectif, eh bien on passe à un autre but et de réagencer sa maison en fonction de sa nouvelle priorité. On peut s'autoriser à changer les meubles de place, à changer les couleurs, la décoration, pas tous les 6 mois ni tous les ans, mais régulièrement en fonction de son avancée et de l'obtention de son objectif. On a déjà aussi
En parlant d'objectifs, est-ce qu'il vous est déjà arrivé, mesdames, d'arriver dans un lieu qui était chargé, où vous aviez eu besoin de faire appel à un géobiologue ou des lieux lourds énergétiquement? Et comment vous pratiquez quand vous rencontrez cette difficulté? J'avais déjà fait. Alors, ce que je faisais pendant un moment, c'est que je travaillais avec une géobiologue. On avait la même maison et moi, je faisais mon étude de feng shui traditionnelle. Donc là, on est dans le calcul des étoiles volantes, etc. Et elle faisait avec ses outils de géobiologue. Et lorsqu'on superposait les deux plans, on s'apercevait qu'on avait trouvé les mêmes endroits néfastes. C'est-à-dire que les mêmes ce qu'elle avait détecté comme source lourde négative dans la maison, je l'avais détecté aussi au niveau de mes étoiles. Donc il y a une cohérence entre les deux. L'un ne remplace pas l'autre parce que le travail d'un géobiologue, c'est d'aller vraiment en profondeur, si je peux me permettre, parce que oui, on va travailler avec les énergies de la Terre, dans quelque chose, voilà. Moi, c'est plutôt les énergies cosmiques. Quand on calcule les étoiles volantes. Donc, mais il y a une cohérence et on peut faire intervenir les deux personnes pour aider à libérer le lieu de la charge difficile grâce au géobiologue. Et en feng shui, on va mettre tout ce qu'il faut pour éviter que ça revienne et trouver. C'est là qu'on cède des éléments eau, métal, bois, terre, etc. pour pouvoir contrecarrer les énergies négatives du lieu, les énergies néfastes. Et le travail se complète en général, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, vous pouvez faire l'un ou l'autre, ou les deux, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est tout à fait cohérent. Il n'y a pas à garder. Voilà, je sais que j'ai entendu des personnes, des gens, des particuliers qui ont fait intervenir des géobiologues et qui leur avaient dit non, il ne faut pas faire venir quelqu'un en feng shui. Et l'inverse, un expert feng shui qui veut non, il ne faut surtout pas faire venir un géobiologue. Faites selon vos moyens, déjà. Et ensuite, non, il y a tout à fait. Enfin, je ne vois aucun obstacle à ça. Au contraire, ça ne fait que renforcer le lieu. Si on peut le faire. Tu fais comment quand tu vois un lieu chargé? Tu fais appel aussi à un géobiologue? Comment tu fonctionnes? Non, moi, je travaille dans des lieux comme ça. Non, alors après, il y a des lieux dans lesquels moi, je ne me sens pas. Donc, on va épurer. Souvent, il faut enlever. Mais après, je peux pas. Moi, mon expertise, elle s'arrête. On m'appelle pour justement. Alors moi, je fais ce que je peux faire, ce que je peux déjà pour embellir un lieu, quoi. Pour embellir le lieu. Je ne suis pas là pour le coup. On fait pas appel à moi pour cette partie-là. Alors c'est vrai que si vraiment si je ressentais vraiment un jour un mal-être, peut-être que j'en parlerais. Oui, effectivement. Mais ça ne m'est jamais arrivé. D'accord. Ok. Et en parlant de l'élément eau qui s'annonce pour 2023, Nathalie, il y a des secteurs dans notre maison, dans nos intérieurs à activer? L'élément eau, il représente les émotions. Les émotions, donc ça peut aller jusqu'à la passion, mais aussi la passion guerrière. Donc c'est plutôt de faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'éléments eau à la maison cette année. Mais bon, sauf si vous avez une piscine à l'intérieur, je pense que ça ne posera pas de problème. Il n'y a pas de souci. En feng shui, on évite de remettre les représentations de l'élément eau dans la chambre conjugale parce que ça peut activer trop d'émotions et devenir cette passion, guerrière. S'il n'y en a pas du tout, je peux mettre une affiche qui représente une cascade. Alors, les représentations, ça va être intéressant parce qu'on en avait parlé avec Cécile, les représentations et les couleurs. Alors, au niveau feng shui, ça n'a pas d'implication. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous allez mettre une fontaine en image ou la mer en image que ça va perturber l'énergie du lieu. La couleur bleue, qui est la représentation de l'eau, ne va pas non plus agir au niveau du chi. Par contre, cette couleur, ces représentations, ça va agir sur les habitants, sur les personnes qui vivent là tous les jours. Et c'est là que ça influence le chi. Et c'est là qu'il se passe quelque chose. Tous les maîtres feng shui, en feng shui traditionnel chinois, vous diront que les couleurs n'ont aucune influence sur le chi. Mais sur les habitants, oui, beaucoup. Et je crois que Cécile, justement, elle fait ce travail au niveau de sa décoration. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle la déco des émotions, c'est-à-dire que les couleurs amènent une émotion, c'est-à-dire que, alors pour faire par exemple simple, la couleur qui apaise, c'est-à-dire qui ralentit le rythme cardiaque, qui fait qu'on
on ralentit, tout ralentit, c'est le bleu, c'est la couleur par essence qui apaise. On a aussi le vert, contrairement à ce qu'on pense, qui est une couleur qui apaise. Vous allez comprendre si je vous dis que la couleur qui dynamise, si on a besoin d'un intérieur pour se dynamiser parce qu'on est quelqu'un voilà, d'un petit peu au ralenti, c'est le rouge. Donc voilà, le rouge, c'est une couleur dynamisante qu'il faut mettre avec parcimonie, qu'on peut mettre au travers d'un motif. Mais les couleurs, oui, les couleurs sont très importantes. C'est-à-dire qu'en fonction de la pièce, alors par exemple dans une chambre, c'est encore plus important. C'est-à-dire que je ne vais pas faire une chambre d'adolescent en rouge et noir, à moins qu'on ait un adolescent qui soit un petit peu trop, voilà, un peu trop au ralenti. Mais globalement, voilà, il faut vraiment tenir compte des couleurs qu'on choisit. Elles ont un vrai impact. Dans une chambre, on va partir sur des couleurs comme si on part sur le bleu, parce que les couleurs apportent non seulement une émotion, mais aussi une notion de chaleur ou de fraîcheur. C'est-à-dire que ça peut aider. Dans les régions où il fait très chaud, on va partir sur des couleurs qui amènent de la fraîcheur. Et ça a été prouvé, c'est-à-dire qu'on fait des études sur les gens qu'on met dans une pièce bleue, un bleu un petit peu ciel, vont avoir un ressenti de température inférieur à des gens qu'on met dans une pièce orange, rouge. Donc ça c'est un vrai impact. Les matières aussi ont un impact. Et ça me fait penser à ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que changer son intérieur, c'est aussi au gré des saisons. L'hiver, on n'hésite pas avec les matières chaleureuses. On met un plaid en fourrure, on met des coussins en fourrure. L'été, on a envie de lin, de légèreté, de choses qui volent. Donc, c'est des choses toutes simples, mais moi, c'est une astuce que je donne souvent. Les gens me disent, ah oui, j'aurais pas pensé. Changez vos rideaux 2 fois par an. Vous avez vos rideaux d'hiver. L'hiver, on a besoin de rideaux en velours, de gros tissus qu'on ferme le soir, qui donnent une sensation de chaleur. L'été, on a juste envie de voilage, de lin léger, de choses légères. Donc, et changer sa déco, enfin, c'est important aussi de changer son décor en fonction de son humeur. Et vraiment, les saisons sont importantes à suivre au niveau de la décoration. C'est des petites choses, c'est pas onéreux. C'est pour ça que dans la décoration, je fais en sorte que les objets, les gros objets, les canapés, soient dans des choses, voilà, des teintes, des choses qui puissent rester tout au long de l'année. C'est la petite intemporelle déco. aussi. Voilà. Puis, un canapé, c'est une pièce quand même qui peut avoir parfois un certain prix et on ne change pas son canapé tous les 2 ans. Exactement, c'est un petit peu comme dans l'habillement. On vous dit achetez-vous un bon manteau, ça vaut le coup d'avoir un bon manteau qui va tenir, qui est bien chaud, qui va être ou des bonnes bottes. Après, pour le reste, on peut acheter des choses peut-être qui seront moins qualitatives. Dans le mobilier, c'est pareil. Moi, dans tout ce qui est décoration, j'aime bien le mix, en fait, l'harmonie de tout. On peut très bien avoir un meuble d'une marque suédoise moins cher avec un meuble d'un grand-parent qui vaut très cher et tout va ensemble. Et c'est ce que les gens apprécient aussi. C'est que, aujourd'hui, on mixe tout. Et l'harmonie, elle vient de là, justement. Mix and match. Exactement. Voilà. Oui, parce qu'auparavant, les parents, les grands-parents achetaient la chambre à coucher, la salle à manger et vivaient avec jusqu'à la fin de leur jour. Donc aujourd'hui, on est sorti un peu de ce carcan, parce que moi j'appelais ça un carcan, parce que c'était chargé d'histoires et pas forcément des bonnes histoires, tous ces meubles. Donc que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau souvenir et émotionnel. Donc je suis très contente qu'aujourd'hui on ait pris cette liberté par rapport au mobilier, qui certes n'est pas toujours de très bonne qualité, mais bon, ils font leur usage. Et puis voilà, ce sont des outils. Moi, je les considère comme des outils. Et quelquefois, quand j'entrais dans la maison, j'entendais les personnes me parler de leur mobilier comme ayant plus de valeur à la rigueur que les habitants du lieu. Et c'est ça aussi, c'est de revenir, ok, ce meuble est ancien, ok, il y a des souvenirs, mais votre vie à vous, votre existence d'aujourd'hui compte plus que ce meuble. Et si vous vous empêchez de déménager, de partir, je sais pas, de voyager ou de partir à cause de vos meubles, il faut peut-être revoir les choses. Et c'est de ça aussi où on discutait longtemps, parce que on dit, est-ce que vos meubles valent plus que vos projets? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour vous? Après, je comprends qu'il y a des personnes qui veulent rester et ne pas bouger, et c'est ça leur bonheur et c'est ça leur joie de vivre. Mais si ce n'est pas tout à fait le cas, là, il faut regarder d'un peu plus près. Et ça, je le travaillais souvent. Par rapport aux tableaux qui, quelquefois, comme disait Cécile, on entre dans les maisons, on voit des tableaux qu'on se demande « waouh !»
Nous, ça nous renvoie à des choses difficiles, mais si ça nous renvoie à des choses difficiles, ça renvoie aussi à des choses difficiles aux personnes. Donc, je gardais toujours cette information et je pose la question aux gens, qu'est-ce que ça leur fait de voir cette image? Le nombre de fois où je suis allée faire des consultations à domicile et pour des femmes qui voulaient vivre, trouver l'amour, rencontrer quelqu'un, etc. Et systématiquement, soit dans leur chambre, soit dans la pièce où elles avaient passé le plus de temps, il y avait cette représentation de femmes seules, en tableau. Magnifique tableau. À chaque fois, c'était des très belles représentations. Mais je dis, mais c'est ça, vous vous programmez tous les jours cette solitude alors que vous me faites venir pour pouvoir trouver, faire en sorte que quelqu'un vienne chez vous. Donc, quelquefois, il faut savoir leur dire ou de leur faire comprendre qu'il y a une incohérence entre leur geste manqué, le fait de laisser accrocher ce tableau, et le fait de faire venir quelqu'un pour pouvoir trouver une personne, un partenaire. Et ça, ce sont des gestes manqués. Il y a quelque chose qu'il faut... Et vous êtes sûr de vouloir quelqu'un de votre vie. Parce qu'on n'est pas obligé. Ce n'est pas un souci. Ou de le faire d'une autre façon. C'est un peu comme si l'inconscient parlait, comme des Ah, mais c'est tout à fait ça. Pour moi, dès que je rentre chez quelqu'un, je sais exactement ce que les personnes ont en elles. Elles l'affichent autour, même si elles n'habitent pas seules, et surtout si elles n'habitent pas seules, on voit tout de suite s'il y a une discordance dans le couple ou dans la famille, si les enfants prennent plus de place que les parents, et inversement, voilà, il n'y a rien de bien ou de mal dans tout ça, c'est juste un état des lieux, l'état des lieux. C'est pas, je ne suis pas là pour juger. Nous sommes. Ça, on revient vraiment à ça. Notre intérieur, c'est nous. Enfin, notre intérieur, notre habitat, c'est nous, et c'est vraiment le reflet de qui nous sommes à l'intérieur. Si c'est un intérieur encombré, on peut imaginer que dans notre cerveau, ce soit aussi encombré. Ça, c'est vraiment ça là-dessus. Et moi, je me souviens vraiment d'une maison où alors là, pour le coup, il m'avait écouté parce que je pense qu'elle en souffrait. C'était une maison, il y avait 2 enfants en bas âge. Et du coup, le salon, comme chez beaucoup de jeunes parents, le salon, ça n'était qu'une salle de jeu. Et elle voulait qu'on refasse son... Et alors, on avait créé, parce qu'on avait bien discuté, mais bon, je comprends aussi, petit, les enfants, c'est très bien qu'ils ne jouent pas dans leur chambre à l'étage. On avait fait en bois une petite clôture. C'était très mignon. On avait fait quelque chose de vraiment bien propre. Et du coup, elle m'avait appelé après en disant c'est génial parce que tous les soirs, on avait fait un petit enclos en fait dans lequel tous les soirs, elle remettait tous les jouets. Mais son salon ressemblait le soir à un salon. Et c'est surtout que je lui avais dit, enfin quelque chose que moi j'ai toujours appliqué à mes enfants, c'est-à-dire que moi, mes enfants, à partir de même petits, 7h30, 8h, ils étaient au lit et je leur expliquais que c'était pour leur santé, mais c'était aussi parce que papa et maman avaient une vie qui démarrait à partir de là, où nous, on avait besoin. Voilà, les enfants, c'est un temps. Et après, il y avait un temps pour l'autre personnel, l'autre partie de nous, c'est-à-dire le couple ou la femme seule. Enfin, il y avait une vie après eux. Et c'était important. Et la maman m'avait rappelé en disant, mais ça a changé parce que les enfants rangent maintenant tout seuls, alors qu'elle arrivait à rien. Quand je suis arrivée la première fois, elle m'avait dit, oh, excusez-moi, il y en a partout. J'avais été obligée d'enlever des jouets sur le canapé. Enfin, et là, je m'étais dit, waouh, elle est débordée, je pense, par ses enfants. Et le fait d'avoir juste créé un espace où elle s'est dit, oui, de toute façon, je vais m'y tenir. Les enfants s'y sont mis. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Mes enfants, tous les soirs, remettaient eux-mêmes tous les jouets dans l'enclos. Donc, c'était le bazar dans l'enclos, mais c'est pas grave. Elle, son intérieur, tout ce qu'on avait fait autour, c'était joli. Parce que je lui avais dit, si tout ce qu'on met en place tous les soirs, c'est le bazar, ça servira à rien, en fait. Et donc là, ce jour-là, je pense que j'avais eu un rôle, oui, encore au-delà de la décoration, je pense que je l'avais aidé à gérer son... Tu lui as aidé à poser ses limites. Ouais, tu lui as permis de poser ses limites. C'est ça. Parce que je lui avais parlé à l'époque de ma fille, parce que moi, Jeanne était petite, et je pense que voilà, il y a ce... moi, mon métier, c'est de l'humain. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. J'arrive pas. C'est ce qui fait aussi, je pense que j'ai le lien que j'ai avec mes clients. C'est qu'on crée un vrai lien. Parce que d'emblée, je leur dis je vais être assez curieuse. Je vais leur poser plein de questions et que c'est pas de la curiosité, c'est une nécessité pour faire quelque chose qui leur correspond. Julie, tu voulais dire quelque chose? Je voulais simplement me souvenir d'une anecdote un peu rigolote parce qu'en parlant d'actes manqués, dans le cabinet de chez mon médecin, juste à côté de son bureau, il y a l'image, je ne sais pas si vous vous souvenez du tableau, je ne me rappelle plus du peintre, qui était la première de couverture du roman Le Horla de Germinal. Vous savez, l'angoisse. Il avait ce tableau-là dans son cabinet. Je me dis, mais c'est un acte manqué. Vous ne voulez pas soigner vos patients, en fait.
tellement c'était angoissant. Et j'ai changé de médecin. Oui, parce que ce qu'il a... Moi, j'ai pu bénéficier de l'analyse du Feng Shui en fonction de mes objectifs. On avait placé 2-3 objectifs avec Nathalie. On est à distance et je voulais préciser que même à distance, l'analyse était parfaite. On avait l'impression que vraiment Nathalie était présente, elle m'a bien coachée. C'est comme si elle était dans mon intérieur. Donc, je tenais quand même à préciser, même à distance, une analyse Feng Shui peut se faire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, depuis le confinement, je travaille beaucoup à distance. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Et comme je suis passionnée, je vais remarquer tous les détails dans une maison, même en vidéo, même à distance, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, je ne fais pas le calcul des étoiles volantes avec le Feng Shui chinois parce qu'il faut vraiment être sur place. Je fais vraiment le Feng Shui de la forme et ensuite je mets toutes mes autres connaissances en space clearing, voilà, dans tout ce qui est maison par rapport aux énergies. Et puis, comme je suis dans le Ho'oponopono, c'est-à-dire qu'on travaille en soi, on élimine les mémoires en soi qui sont réveillées par l'extérieur. C'est pareil, donc on travaille sur ses intérieurs, sur son intérieur, et c'est pareil avec la maison. On va travailler en soi, en travaillant sur ses murs, sur la façon de circuler dans sa maison, l'agencement que l'on y a mis, qui existe. Et ce travail-là, vous pouvez le faire régulièrement. J'ai sorti un livre qui parle de ça, ça s'appelle La Maison Miroir. Transformer donc votre maison, vos intérieurs avec le Feng Shui et le Ho'oponopono. Ça donne déjà une base pour pouvoir commencer quelque chose. Et je préconise aux personnes qui ont envie de se débarrasser, de faire le tri, de réagencer, d'y aller pas à pas, tiroir par tiroir, étagère par étagère. Prenez votre temps parce que lorsqu'on se dit je vais tout faire samedi et que le samedi arrive et qu'on n'a plus le temps, qu'on est fatigué, et on se dit, oh là là, j'ai encore tout ça à faire. Non, donnez-vous des petits objectifs. Et si vous voulez redécorer votre maison, prenez le temps. Prenez le temps de vous poser des questions de ce que vous voulez y vivre, la façon dont vous voulez circuler dans ce lieu, ce que vous voulez partager, est-ce que vous voulez voir du monde ou pas voir de gens. C'est pareil, on ne juge pas, que ce soit, je pense, Cécile, c'est pareil, pour une décoratrice ou pour moi en tant que coach maison, c'est lorsque j'accède à vos intérieurs, ce n'est pas pour juger, c'est juste pour comprendre ce que vous vivez. Voilà, que vous ayez tous les jouets dans la chambre ou tous les jouets dans le salon ou qu'il n'y a rien qui traîne. C'est pas important. Ce qu'il faut, c'est de comprendre ce que vous voulez vivre là. Vous avez vécu comme ça jusqu'à présent. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez vivre dans ce lieu? Et Nathalie, je voulais te demander, pardon, excuse-moi Julie, Nathalie, tu travailles avec le bagua en Feng Shui? Alors, ce qu'on appelle communément le bagua, alors moi je travaille, quand je suis sur place physiquement, je travaille avec la boussole chinoise. Et en école de la forme, effectivement, j'utilise le bagua, ce qu'on appelle le pakwa. Et oui, voilà, je travaille avec ça aussi. Je pense que c'est ça que tu... Oui. Et toi, Cécile, tu travailles aussi à distance? C'est pour que nos auditeurs sachent si c'est possible ou pas. Non, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai vraiment besoin. Je fais même quand je fais des visites conseils, donc où là, c'est 2 heures à domicile chez les gens, où normalement, au départ, j'arrivais comme ça, et c'était du spontané. Pendant 2 heures, je suis à disposition pour essayer de régler des problématiques d'agencement, de couleurs, des gens qui piétinent depuis quelques mois en disant je voudrais mettre une couleur là, mais j'ose pas, je sais pas sur quel mur. Donc ça, c'est très efficace. Et maintenant, en fait, je fais faire je leur pose un petit questionnaire avant. Justement, ça leur permet de se poser des questions. Moi, ça me permet aussi, ils m'envoient des photos, ils m'expliquent un petit peu ce qu'ils recherchent. Ça permet qu'avant que j'arrive, justement, je m'imprègne un peu du lieu et quand j'arrive, j'ai l'impression de connaître un petit peu le lieu. Mais il faut, moi, j'ai besoin d'être dans le lieu. Alors, j'ai besoin d'arriver sur place pour ressentir ce qui se dégage de la maison. C'est vrai que je sais pas faire à distance. Peut-être que je pourrais faire, mais j'en ai pas l'envie. J'ai besoin d'arriver dans un lieu. Moi, partout où j'arrive, je ressens quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une maison que je trouve chaleureuse ou quelque chose. Mais donc, j'ai besoin d'être dedans, dans la maison pour ressentir les choses. Donc, je propose pas en ligne. Mais comme je comprends Cécile, c'est tellement agréable de rentrer dans
dans les maisons, dans les lieux, c'est une autre dimension. C'est vrai que je comprends cette dynamique-là. Mais ça marche très, très bien aussi en vidéo. Franchement, je suis épatée aussi. Et voilà. Oui, c'est vraiment personnel. Moi, je ressens pas enfin, je sens que j'ai pas cette capacité-là, mais oui, peut-être que, voilà. J'aime bien en plus arriver sur un lieu et me dire, j'ai toujours fait ça dans une vieille maison ou même dans un intérieur, de me dire, je vais te redonner une jeunesse, j'ai un sentiment de conquérante. Dans une vieille maison, je fais aussi des rénovations complètes sur des maisons vous achetez une maison des années 50, 60 qui évidemment n'est pas agencée comme aujourd'hui, elle est pièces fermées, qui est évidemment pas énergétiquement au bout du jour. Donc on va retravailler. Et moi j'adore ce challenge de se dire voilà, je vais te redonner vie, je vais te remettre des enfants dans tes pièces, on va remettre un chien qui court partout, on va redonner vie. Pour moi ça il se passe quelque chose quand j'arrive dans une maison. De même que la maison que j'ai achetée, moi, je suis allée visiter une maison et je suis arrivée là, je dis voilà, c'est le lieu, c'est mon paradis. Et il se dégageait quelque chose. Moi, je ressens les choses dans une maison. Il y a aussi des maisons où je sens pas grand chose et donc je vais essayer de mettre de la chaleur dedans, mais c'est pas facile. Donc c'est un challenge à chaque fois. Mais à l'inverse, il y a des gens aussi qui dégagent des choses. C'est-à-dire qu'on arrive dans des intérieurs, même si les gens veulent changer l'intérieur, ils se dégagent déjà une chaleur de leur part. Voilà, et ça, il faut le retranscrire dans la déco aussi pour que ça reste. Même si on reloue, il faut que ça reste. C'est super intéressant, ça. Donc, tu le fais aussi dans les lieux professionnels, la décoration? Bien sûr. Là, je suis en train de faire un restaurant, c'est important aussi. Ah ouais. C'est important aussi. Bien sûr. Moi, je fais le coaching maison aussi pour les gens qui veulent vendre leur maison. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait des blocages. Oui, c'est inadaptable. Qui venaient. Alors, c'est pas complètement ésotérique, mais ça vient des habitants. Et il y a des habitants qui bloquent sur la vente de la maison et qui n'ont pas forcément conscience que finalement ils veulent vendre sans vraiment vendre, ils veulent partir, oui, mais ils veulent sans vraiment aller là-bas. Enfin bon, et c'est intéressant de travailler, de faire le coaching à ce niveau-là. D'ailleurs, tu as justement une anecdote comme ça originale ou humoristique d'un client qui a bloqué ou quelqu'un qui cherchait l'amour, une jolie anecdote comme ça? Bah oui, une dame qui m'avait fait venir pour trouver l'homme de sa vie, lorsque je suis entrée chez elle, il fallait j'ai compris qu'elle vivait avec son papa à ce moment-là, donc un monsieur très âgé, dont elle s'occupait. J'ai dit, bon, ok, je comprends ça, elle m'emmène dans sa chambre, et alors là, sa chambre à coucher, et c'est là que je me suis retournée, je l'ai regardée, je lui ai dit, vous êtes sûr que vous voulez quelqu'un? En fait, quand on entrait dans sa chambre, il y avait son lit, c'était un lit d'une personne, collé contre le mur. Voilà. Et donc, il y avait juste un côté pour y accéder, un lit d'une personne. Et au bout de ce lit, une commode avec beaucoup d'objets religieux. Alors, il y avait des objets chrétiens, mais des objets bouddhistes, etc. Donc, en fait, quand je suis rentrée dans sa chambre, j'avais l'impression de rentrer dans une cellule maniacale. Et j'ai retourné vers elle en disant, il va falloir qu'on discute avant de votre volonté de vouloir ou pas quelqu'un dans votre vie, parce que là, il y a des blocages. Il y a peut-être des vœux de chasteté dans une autre. Il y a des choses qui ressortent, mais c'est l'inconscient qui parle, effectivement. On a envie de changer de vie, de passer à autre chose, mais tous les jours, on entre dans cette chambre, tous les soirs, tous les matins, on se lève dans cette ambiance maniacale et ça n'incite pas vraiment à aller vers l'autre, à s'ouvrir à l'amour et surtout pas à l'amour charnel. Donc là, il y avait des choses à revisiter. Oui, effectivement, c'était intéressant. Mais c'est sans juger, c'est de comprendre est-ce qu'elle avait vraiment envie ou pas. C'est ça, en fait, la démarche. J'ai passé plus de temps à discuter avec ces personnes qu'à réaménager. C'est-à-dire, on a pris vraiment 2 heures pour parler ensemble et faire du coaching à ce niveau-là. Donc, c'est bien plus qu'est-ce qu'elle avait envie, c'est est-ce qu'elle était prête, hein, parce que c'est ça. En fait, elle était prête, mais il y avait l'influence, comme son papa était là, qui était dans une dimension aussi très particulière, hein, la dominance patriarcale, etc. Donc, il a fallu ressortir de tout ça et de le faire en douceur aussi pour cette personne, de façon à ce qu'elle ne se sente pas désespérée et qu'elle ne culpabilise pas, etc., etc. C'était surtout ça qu'il fallait écouter et entendre. C'était super intéressant. Et après ton accompagnement, elle a trouvé un partenaire de vie? En fait, non, elle ne voulait pas vraiment vivre avec quelqu'un. C'était ça qui était important pour elle à définir. C'est qu'en fait, elle le faisait par rapport à la société.
Là où elle travaillait, comme elle avait une quarantaine d'années, mais tu es toujours célibataire, c'est ta dernière chance pour avoir un enfant. C'est ce qu'elle entendait tous les jours. Mais au fond d'elle, sincèrement, elle n'avait pas envie d'avoir un enfant. Elle n'avait pas envie de vivre comme ça. Donc, elle n'est pas restée dans sa chambre monacale non plus. Hein. Elle a quand même pris un lit de place et elle a changé tout l'arrangement. Mais elle voulait le faire en étant, voilà, de rencontrer un homme, oui, mais pas pour vivre avec, pas pour faire une famille, pas pour créer ce que les standards de la société voilà, nous imposent. Donc, mais ce que j'entends, c'est que tu as aidé à grandir, à devenir adulte. Parce qu'un lit d'une... à prendre conscience, mais si elle m'a fait venir, c'est qu'elle était prête. C'est comme ça que je l'interprète. Hein, je sais pas si c'est quand les gens nous font venir chez eux dans leur intimité, c'est qu'ils sont prêts à écouter le message et à entendre. Et ils ont besoin de ce support supplémentaire pour déclencher leur démarche. Ils ont besoin de cet œil extérieur. En fait, c'est souvent ce qu'ils me disent, c'est voilà, on a besoin d'un œil professionnel et extérieur. Parce qu'on tourne en rond depuis des mois. Moi, souvent, les gens me disent, mais ça fait des mois qu'on est là à se parler, on va faire ci, on va faire ça, et en fait, on n'avance pas. Et vous arrivez, et voilà, avec vous, c'est clair. Vous allez supprimer les idées qui, bon, parce que moi, je dis toujours que je suis là pour, je dis ce que je pense réellement. Même si ça ne va pas toujours dans le sens des gens, c'est ce que j'insiste là-dessus en disant, il y a des fois, je dis des choses, même si ça ne va pas dans le sens que des clients. Après, évidemment, c'est toujours eux qui vont finir par choisir. Mais des clients, par exemple, qui voulaient une salle de bain verte, on ne met pas du vert dans une salle de bain. Ça donne un teint cireux. C'est-à-dire que vous vous levez le matin et vous allez avoir un teint tout pâle. Voilà, ça, ce sont des règles. Après, au final, si les gens veulent mettre du vert dans toute leur salle de bain, c'est pas moi qui vais poser la peinture. Donc, mais il y a des choses sur lesquelles je dis des plantes vertes, ils peuvent mettre des plantes vertes. Voilà, du vert. Mais la couleur verte, c'est vrai qu'il y a des choses comme ça. C'est pareil, je vous dis, dans une chambre d'enfant, on va pas mettre dans une chambre de bébé, on mettra pas du rouge sur les murs. Après, au final, si les gens peignent un mur en rouge, je pourrais pas. Mais disons que je vais jusqu'au bout de ce que je pense et je n'assouplis pas forcément ma parole en fonction de ce que je dis, ce que je pense. Alors, avec bienveillance, évidemment. Après, je leur dis toujours que le choix leur revient de toute façon. Ce sont toujours les clients qui ont le dernier mot. Bien sûr. Très bien, mesdames. Est-ce que vous avez souhaité rajouter un petit conseil, une astuce, que ce soit toi, Cécile, ou toi, Nathalie, vous auriez une astuce à transmettre à nos auditeurs, à nos spectateurs? En ce moment, j'ai envie de dire comme il fait froid, pour justement amener de la chaleur et cette sensation de chaleur dans les maisons, n'hésitez pas vraiment à rajouter de la matière. Alors, on a parlé des couleurs, mais la matière est très importante aussi. Quand on n'a que des chaises en bois ou des meubles en bois, on a un parquet ou un carrelage, ramenez du tissu, ramenez de la matière. Donc, ramenez des plaids sur vos canapés, ramenez des coussins. On a besoin de tissu, de matière, c'est ça qui réchauffe. Déjà, on peut s'envelopper dedans sur le canapé, mais le fait de passer tous les jours devant un canapé en cuir, qui va être une matière froide sur lequel il y a 2 plaids, ça ramène de la chaleur. Donc, en ce moment, vraiment, ramenez de la matière chaleureuse. Mettez des tapis au sol. Voilà, ramenez de la chaleur. Par le biais de la matière, à l'inverse, l'été, on ramène de la fraîcheur avec les couleurs, avec des matières plus légères. Mais les objets peuvent nous aider à nous sentir aussi, soit avoir plus chaud, soit plus frais, soit… N'hésitez pas à la matière. En tout cas, moi, j'ai entendu qu'il ne fallait pas mettre trop d'eau si on ne voulait pas de guerre passionnelle. C'est ça, Nathalie? Voilà, parce qu'on va être dans une année haut, ça va être un peu particulier au niveau émotionnel. L'astuce que je donnerais pour terminer, c'est chaque chose à sa place. C'est-à-dire que si vous avez l'impression de ne pas avoir une cuisine bien rangée ou votre bureau ou votre chambre ou le salon d'avoir toujours un petit peu de bazar, c'est simplement que ces choses qui traînent n'ont pas leur place. À partir du moment où vous définissez que tel objet va à tel endroit, que chaque objet doit avoir sa place, chaque chose doit pouvoir être entreposée quelque part et c'est ça qui est à définir. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas forcément besoin de se débarrasser de tout parce qu'on a l'impression que c'est surchargé ou qu'il y a toujours des tas de choses qui traînent. C'est que simplement, ces choses n'ont pas leur place. Et si vous trouvez de la place pour ces choses et que vous les rangez,
ça va aussi se ranger en vous, dans votre esprit. Ça veut dire que vous allez organiser votre maison et vous allez organiser vos pensées de la même manière. Ça rentre vraiment en interaction. C'est un geste physique pour une réalisation plus psychique et émotionnelle. Voire énergétique aussi. Et énergétique, bien sûr. Merci, mesdames. Julie, un petit mot de la fin? Non, j'ai terminé. Je suis contente de l'accompagnement de mes deux expertes parce que j'ai bénéficié de l'expertise de Nathalie. J'ai déjà vu beaucoup de changements et je la rencontrerai dans un de nos papotages pour avoir des anecdotes croustillantes. Comme ça, nos auditeurs ne sont pas sur les papotages. Je remercie aussi Cécile parce que c'est une amie. Elle m'invite régulièrement chez elle et c'est vrai que son conseil, son regard, elle n'est pas que décoratrice, elle est tout pour moi. Mon amie, elle est coach love aussi et elle est super. Alors là, tu vas avoir des clients en plus. Peut-être changer d'activité. C'est complémentaire, je pense, tout ça. En fait, je pense que Cécile est une créatrice d'harmonie autant que Nathalie et ça, c'est merveilleux. Bon, très bien. Merci, mesdames. Merci. Merci à vous. Et belle journée à vous. Merci.